T'es-tu déjà senti tout petit en regardant le ciel nocturne? Et si je te disais que même ce sentiment est incomplet? Que cette obscurité que tu vois est en fait remplie de choses que tu ne peux pas voir? Que cache cet immense néant juste sous nos yeux? Et plus important encore, que signifient ces 95% invisibles de l'univers pour notre propre existence? Si tu es curieux de connaître les réponses, rejoins-moi dans ce voyage d'exploration. Fais le premier pas en t'abonnant et explorons ensemble les secrets de l'univers. La lumière, c'est le messager ultime de l'univers. Chaque seconde, elle parcourt environ 300 000 km, nous apportant les secrets les plus profonds des étoiles, des galaxies et du temps lui-même. Et puisque nous savons que l'univers est âgé de 13 milliards 800 millions d'années, un simple calcul nous dirait ceci. Nous devrions être capables de voir jusqu'à cette distance maximale dans toutes les directions. Mais lorsque nous tendons l'oreille au silence du cosmos, nous découvrons une toute autre histoire. L'univers que nous pouvons observer s'étend en réalité sur 46 milliards d'années-lumière depuis notre petite planète dans toutes les directions. Cela signifie une sphère gigantesque, défiant les limites de l'entendement, avec un diamètre de 93 milliards d'années-lumière. Alors, comment est-ce possible? Comment la lumière provenant d'un endroit situé à plus de 13 milliards 800 millions d'années peut-elle nous atteindre? La réponse est cachée dans une vérité qui défie nos intuitions, presque inconcevables. Le tissu de l'espace, lui-même s'étend. Pendant que cette lumière ancienne voyageait vers nous, l'espace sous elle s'est étiré, comme un immense fleuve cosmique s'écoulant en sens inverse, l'emportant avec lui. Cela signifie une chose, cette galaxie lointaine qui nous a envoyé sa lumière il y a 13 milliards d'années a depuis été emportée vers un point beaucoup plus éloigné. Nous voyons son fantôme du passé, alors qu'elle, en ce moment même, continue d'exister à des milliards d'années-lumière de l'endroit où nous la voyons, peut-être dans un état complètement différent. C'est l'une des vérités les plus étranges de l'univers, que nous avons confirmées maintes et maintes fois par d'innombrables observations. La limite de ce que nous voyons continue de s'agrandir, mais nous ne pourrons jamais l'atteindre. Chaque année, le diamètre de notre horizon cosmique s'élargit d'une année-lumière de plus. Chaque année qui passe, de nouveaux photons, venant de royaumes autrefois cachés derrière cet horizon, atteignent nos yeux. On peut comparer cela au fait de se tenir au milieu d'un brouillard qui se dissipe lentement. Davantage de paysages deviennent visibles autour de nous, mais le brouillard lui-même continue de s'éloigner constamment de nous. Nous voyons plus, mais la superficie totale de la zone cachée ne diminue jamais vraiment, et c'est là que les mathématiques deviennent encore plus vertigineuses. Le volume de cet espace que nous pouvons théoriquement voir contient environ 400 sextillions d'années-lumière cubes. Pour l'écrire en toutes lettres, c'est le chiffre 4 suivi de 23 zéros. Nous estimons qu'à l'intérieur de ce volume inimaginable flottent au moins 200 milliards, et peut-être même 2 billions de galaxies. Et chaque galaxie abrite des milliards, voire des billions d'étoiles. C'est précisément à ce stade que les chiffres perdent leur sens pour l'esprit humain. Réfléchissons un instant. Si chaque étoile de l'univers observable était un seul grain de sable, tout le sable de toutes les plages de la planète Terre ne suffirait pas à créer cette représentation. Il te faudrait prendre cet énorme tas de sable et le multiplier par des centaines de fois encore. Nous parlons d'au moins 10 000 milliards de milliards d'étoiles, et c'est peut-être l'estimation la plus modeste. Et pourtant, tout cet inventaire vertigineux ne représente que ce qui se trouve à l'intérieur de cette petite bulle cosmique où la lumière a eu le temps de nous parvenir. Au-delà de notre horizon d'observation, il y a plus d'univers. Combien de plus ? C'est l'une des questions les plus profondes auxquelles l'humanité n'a pas de réponse. Peut-être que l'espace s'étend à l'infini dans toutes les directions, ou peut-être se referme-t-il sur lui-même comme une sphère gigantesque. Nous ne savons pas. Mais une chose que nous savons rend ce mystère encore plus profond. Nos dernières mesures suggèrent que l'univers entier doit être au moins 250 fois plus grand que la partie que nous pouvons voir. Certains calculs poussent même ce chiffre jusqu'à l'infini. Mais alors que nous sommes coincés à l'intérieur de cette bulle cosmique, même l'infini a ses limites. Ce qui se trouve au-delà de notre horizon pourrait exister dans une réalité complètement différente de la nôtre. Nous, les humains, avons méticuleusement catalogué tout ce que nous pouvions voir pendant des décennies. Les étoiles, les galaxies,
les nuages de gaz, les planètes, les trous noirs, les plus faibles murmures de radiation. Et lorsque nous avons additionné toute cette matière et cette énergie, nous sommes arrivés à une conclusion choquante. Le total ne représentait que 5% de ce que l'univers devrait contenir selon les mesures gravitationnelles. 5%. Tout ce que l'humanité a jamais vu, touché, imaginé ou détecté avec n'importe quel instrument ne constitue qu'un 20e de la réalité. Cette prise de conscience a provoqué une onde de choc dans le monde scientifique à la fin des années 1990. L'observation de supernovas lointaines a révélé que non seulement l'univers était en expansion, mais que son expansion accélérait. Une force invisible déchirait violemment le tissu de l'espace. Lorsque nous avons mesuré la vitesse de rotation des galaxies, nous avons constaté qu'elles tournaient à une vitesse défiant les lois de la gravité. Quelque chose d'invisible leur fournissait une gravité supplémentaire, les empêchant de se disloquer. 5%. Tout ce que l'humanité a jamais vu, touché, imaginé ou détecté avec n'importe quel instrument ne constitue qu'un 20e de la réalité. Cette prise de conscience a provoqué une onde de choc dans le monde scientifique à la fin des années 1990. L'observation de supernovas lointaines a révélé que non seulement l'univers était en expansion, mais que son expansion accélérait. Une force invisible déchirait violemment le tissu de l'espace. Lorsque nous avons mesuré la vitesse de rotation des galaxies, nous avons constaté qu'elles tournaient à une vitesse défiant les lois de la gravité. Quelque chose d'invisible leur fournissait une gravité supplémentaire, les empêchant de se disloquer. Ce n'était pas une erreur de mesure. D'innombrables observations, totalement indépendantes les unes des autres, ont confirmé le même résultat dérangeant. Les galaxies se comportent comme s'il y avait 10 fois plus de masse que la matière que nous voyons à l'intérieur. Les amas de galaxies sont maintenus ensemble par une colle gravitationnelle bien plus forte que ce que la matière visible peut produire. Même les fines fluctuations du fond diffus cosmologique, la lueur de l'enfance de l'univers, n'ont de sens que si une matière invisible dominait l'univers primitif. Les scientifiques ont trouvé des noms pour ces choses qu'ils ne pouvaient pas voir, la matière noire et l'énergie noire. Mais ne laisse pas ces étiquettes te tromper. Ce ne sont pas des théories exotiques en attente de confirmation. Ce sont les noms que nous utilisons pour des phénomènes prouvés, dont nous ne doutons pas de l'existence, mais dont nous ignorons absolument la nature. Réfléchissons un instant à cette distinction. Nous sommes absolument certains que quelque chose est là. Nous avons mesuré ses effets de milliers de manières différentes. Simplement, nous n'avons pas la moindre idée de ce que c'est. La matière noire constitue environ 27% de l'univers. Elle a une masse, elle a une gravité. Par un effet que nous appelons la lentille gravitationnelle, elle courbe la lumière qui passe derrière elle comme une lentille. Son existence a été prouvée par d'innombrables observations. Les galaxies flottent à l'intérieur de ces nuages invisibles. Certains halos de matière noire peuvent même être des centaines de fois plus massifs que la somme de toutes les étoiles qu'ils entourent. Nous avons cartographié sa distribution à travers le cosmos en utilisant ses empreintes gravitationnelles. Mais nous ne l'avons jamais touchée. Nous n'avons jamais détecté directement une seule de ces particules, parce qu'elle n'absorbe ni ne réfléchit la lumière. À l'exception de la gravité, elle n'interagit avec aucune matière que nous connaissons. Imagine un instant. Essayez de comprendre quelque chose qui ne manifeste son existence que par ce murmure silencieux et insistant qui attire tout ce qui l'entoure vers lui. Et puis, l'équation se complique encore. Le plus grand constituant de l'univers, cette entité qui représente 68% de tout, l'énergie noire. Son existence a également été confirmée à maintes reprises par d'innombrables preuves. Pourtant, elle ne se comporte pas comme une matière, mais plutôt comme une propriété inhérente au tissu même de l'espace. Le vide a une énergie, et à mesure que l'espace s'étend, plus de vide est créé, et plus de vide est créé, plus d'énergie noire apparaît. En ce moment, sur la scène cosmique, elle est en train de gagner sa bataille contre la gravité. Voilà la réalité qui empêche les physiciens de dormir la nuit. Nous vivons dans un univers dont nous ne pouvons voir directement que moins de 5%. Le gigantesque mystère des 95% restants façonne tout. Il détermine comment les galaxies naissent, comment l'univers s'étend, comment les amas massifs tiennent ensemble. Et pourtant, pour nous, il reste fondamentalement invisible. Le cosmos majestueux que nous pensions connaître n'est peut-être qu'une écume passagère à la surface d'un océan profond, que nous ne pouvons pas comprendre.
Les galaxies tournent comme de gigantesques moulins à vent cosmique. Mais selon nos calculs, elles ne devraient pas tenir ensemble. Les étoiles à leurs confins se déplacent à une vitesse si vertigineuse que la seule gravité de la matière que nous voyons ne suffit pas à les maintenir en orbite. Elles auraient dû être projetées sans pitié dans le vide de l'espace, comme des gouttes d'eau projetées d'une roue en rotation. Mais elles ne le sont pas. Une main invisible les maintient en place. Nous ne sommes pas les premiers à être confrontés à cette énigme. Son premier murmure a résonné dans l'esprit d'un astronome nommé Fritz Zwicky dans les années 1930, alors qu'il étudiait l'amas de galaxies de Coma. Il a remarqué que les galaxies à l'intérieur de l'amas se déplaçaient à des vitesses folles, si rapides que l'amas aurait dû se disloquer et se fragmenter il y a des milliards d'années. Zwicky a calculé que pour créer la gravité nécessaire pour maintenir cette famille unie, l'amas avait besoin de 400 fois plus de masse que ce qu'il pouvait voir, et il lui a donné un nom, Dunkle Materie, la matière noire. La plupart de ses collègues ont ignoré son idée radicale pendant 40 ans. Puis, dans les années 1970, Vera Rubin a regardé au cœur des galaxies spirales et a mesuré leurs courbes de rotation. Ce qu'elle a vu a fondamentalement ébranlé notre compréhension de l'univers. Chaque galaxie qu'elle observait présentait le même schéma impossible. Les étoiles très éloignées du centre galactique tournaient aussi vite que celles proches du centre. La courbe de rotation, qui aurait dû chuter, restait obstinément plate, défiant les lois de la physique. C'était une violation de tout ce que nous savions sur la mécanique orbitale. Il n'y avait qu'une seule explication qui correspondait aux observations. Une matière invisible formait d'énormes halos sphériques autour des galaxies, s'étendant bien au-delà de leurs bords visibles. Et ces halos contenaient beaucoup plus de masse que la totalité des étoiles, du gaz et de la poussière qu'ils renfermaient. Le ratio a stupéfié tout le monde. Dans une galaxie typique, il y avait environ 6 fois plus de matière noire que de matière normale que nous connaissons. Nos simulations informatiques ont confirmé cet arrangement étrange. Lorsque nous ajoutons de la matière noire à nos modèles de formation de galaxies, nous obtenons ces structures filamenteuses en forme de toile que nos télescopes voient. Lorsque nous la retirons de l'équation, les galaxies ne se forment tout simplement pas. L'univers primitif reste une soupe de gaz presque uniforme. La gravité de la matière noire a construit cet immense squelette de l'univers, cet échafaudage cosmique. La matière normale, quant à elle, est tombée dans ces puits gravitationnels qu'elle a créés, formant les étoiles et les galaxies. Les preuves ont continué de s'accumuler de manière écrasante. La lentille gravitationnelle nous a montré la distribution de la matière noire. Lorsque la lumière des galaxies lointaines passe à côté d'amas massifs, la gravité totale de l'amas courbe cette lumière comme une lentille. En mesurant cette courbure, nous pouvons cartographier la matière noire. Et ces cartes révèlent l'existence d'une immense toile cosmique tissée à partir d'un matériau invisible, composé de filaments, de nœuds et de vides. En 2006, l'amas de la balle a fourni la preuve irréfutable et définitive. 2 amas de galaxies qui sont entrés en collision et se sont traversés. La matière normale, ce gaz chaud qui brille en rayons X, a été ralentie par la friction et est restée en arrière. Mais la matière noire, tel un fantôme, a traversé sans encombre et a créé son propre effet de lentille gravitationnelle à un endroit complètement séparé de la matière visible. Cela a prouvé que la matière noire n'est pas seulement un facteur de correction dans nos équations, mais une substance réelle et tangible. Mais de quoi était-elle faite ? C'est le cœur de l'énigme. Nos esprits débordent de candidats possibles, les WIMP, c'est-à-dire les particules massives à interaction faible, les actions, les neutrinos stériles, peut-être des trous noirs primordiaux nés à l'aube de l'univers, des détecteurs géants enfouis à des kilomètres sous terre attendent le signal infime d'une seule particule de matière noire heurtant un atome normal. Jusqu'à aujourd'hui, rien. Chaque expérience se solde par le silence. Pourtant, les preuves gravitationnelles continuent de s'accumuler. La matière noire existe bel et bien. Dans chaque recoin de l'univers, elle pèse 6 fois plus que la matière normale. C'est elle qui a construit chaque structure que nous voyons. C'est elle qui maintient les galaxies ensemble en ce moment même. Nous n'arrivons tout simplement pas à comprendre ce que c'est, et cela terrifie profondément certains physiciens, car cela pourrait signifier que notre compréhension la plus fondamentale de la matière elle-même est terriblement incomplète. En 1998, 2 équipes distinctes d'astronomes ont fait une découverte qui, en réalité, n'aurait pas dû être possible. Ils étudiaient les supernovas de type
Ia, des étoiles qui, à chaque explosion, atteignent une luminosité absolue presque parfaitement identique. Cela en fait d'excellentes règles pour mesurer les profondeurs de l'univers. Tu en trouves une, tu mesures à quel point elle semble faible et tu calcules à quelle distance elle se trouve. Les deux équipes s'attendaient à trouver que l'expansion de l'univers ralentissait. La logique l'exigeait. Chaque masse dans l'univers attire chaque autre masse. La gravité devait donc progressivement freiner cette expansion héritée du Big Bang, n'est-ce pas? Les données ont dit tout le contraire. Les supernovas les plus lointaines semblaient plus faibles qu'elles n'auraient dû l'être. Cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. Elles étaient plus loin que nous le pensions. L'univers ne ralentissait pas, il accélérait. L'expansion elle-même prenait de la vitesse. Les physiciens ont vérifié les calculs des dizaines de fois. Les observations étaient solides comme le roc. Quelque chose déchirait l'espace avec une force croissante. Cette découverte a remporté un prix Nobel et a déclenché une crise existentielle en cosmologie. Nous avons appelé cette force l'énergie noire, mais ce nom ne nous dit rien sur sa nature. Contrairement à la matière noire qui s'agglomère autour des galaxies, l'énergie noire remplit tout l'espace de manière uniforme. Elle exerce une force répulsive qui s'oppose à la gravité. Et voici la mesure prouvée. L'énergie noire constitue 68% de toute la masse énergie de l'univers. C'est le composant dominant de la réalité. Chaque mètre cube d'espace vide contient cette énergie mystérieuse. Et à mesure que l'espace s'étend, une nouvelle énergie apparaît à partir de rien. Cela viole nos intuitions les plus fondamentales sur la conservation de l'énergie, mais cela fonctionne parfaitement dans le cadre des mathématiques de la relativité générale. Einstein avait en fait prédit quelque chose de similaire avec sa constante cosmologique, une idée qu'il qualifiera plus tard de plus grande erreur de sa vie. Il s'est avéré qu'il avait raison la première fois. Ses effets sont à la fois mesurables et terrifiants. En ce moment, l'énergie noire est en train de gagner la guerre. Nos amas de galaxies, liés par la gravité, resteront ensemble. Mais tout le reste au-delà de notre superamas local s'éloigne de nous à une vitesse accélérée. Dans des billions d'années, les galaxies en dehors de notre voisinage s'éloigneront plus vite que la lumière ne peut nous parvenir. Leur lumière ne nous atteindra jamais. Elles disparaîtront de la vue, une par une. Les observateurs du futur lointain regarderont un univers presque entièrement vide. La lueur du fond, diffus cosmologique, preuve du Big Bang, se décalera vers le rouge jusqu'à devenir invisible. La preuve de la naissance de l'univers s'effacera d'elle-même. Mais ce n'est pas ce qui dérange le plus les physiciens. Nous n'avons absolument aucune idée de ce qu'est l'énergie noire. La théorie principale est qu'il s'agit de l'énergie du vide, une propriété de l'espace lui-même. L'espace vide, même s'il ne contient rien, possède une énergie inhérente. Mais lorsque nous utilisons la mécanique quantique pour calculer la quantité de cette énergie, nous obtenons un nombre qui est plus grand de 120 ordres de grandeur que ce que nous observons. Ce n'est pas une faute de frappe. Notre prédiction est fausse d'un facteur d'1, un suivi de 120 zéros. C'est la pire, la plus catastrophique prédiction de l'histoire de la physique. Il y a un gouffre énorme et inexplicable dans notre compréhension de la réalité. Pourtant, les mesures continuent d'arriver. L'énergie noire existe. Elle accélère l'expansion cosmique. Et nous sommes dans une perplexité absolue quant à sa cause. En 1995, Robert Williams disposait d'un pouvoir inhabituel. En tant que directeur du Space Telescope Science Institute, il pouvait utiliser 10% du temps d'observation du télescope spatial Hubble comme il le souhaitait. Il pouvait pointer l'œil le plus perçant de l'humanité vers l'univers où il le voulait. Et il a choisi de le pointer vers rien. Williams a choisi une minuscule parcelle sombre du ciel dans la constellation de la Grande Ourse. Une région qui semblait complètement vide pour les télescopes terrestres. Pas d'étoiles brillantes, pas de galaxies faibles, rien d'intéressant en apparence. Ses collègues pensaient qu'il gaspillait ce précieux temps de télescope, mais Williams soupçonnait que quelque chose se cachait derrière ce vide. Il croyait qu'une pause suffisamment longue pourrait révéler des galaxies si faibles et si lointaines que personne ne les avait jamais vues auparavant. Du 18 au 28 décembre, pendant 10 jours, Hubble a fixé ce vide d'encre. 342 expositions distinctes ont été combinées en une seule image. Le résultat a changé l'astronomie pour toujours. L'image n'était pas vide, elle était remplie d'environ 3000 galaxies. Ce n'étaient pas des étoiles, c'étaient des galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles. Des spirales brillantes au premier plan haut
Faibles taches rouges représentant des galaxies à plus de 12 milliards d'années-lumière, elles remplissaient chaque coin du cadre. Certaines étaient si lointaines que leur lumière avait voyagé vers nous pendant presque toute l'histoire de l'univers. Le champ profond de Hubble couvrait une parcelle de ciel aussi petite qu'une balle de tennis vue à 100 mètres de distance, une zone de la taille d'un seul grain de sable que tu tiendrais à bout de bras. Et dans cette parcelle infiniment petite de néant, 3000 galaxies sont apparues. Quand tu fais le calcul, tu vois que le ciel entier contient environ 12 millions de zones de ce type. Si chaque parcelle contient 3000 galaxies, cela signifiait que l'univers abritait au moins des dizaines de milliards de galaxies. Toutes nos estimations précédentes étaient devenues embarrassantes de modestie. Mais la vraie découverte, c'était les galaxies elles-mêmes. Elles montraient une diversité incroyable. Des triangles, spirales, des elliptiques, des taches irrégulières, des galaxies en collision, des galaxies en formation. Beaucoup ne ressemblaient en rien aux galaxies d'aujourd'hui. Elles étaient plus chaotiques, plus actives, plus étranges. Les astronomes ont soudain compris qu'ils assistaient à l'évolution des galaxies à travers le temps cosmique. Les galaxies les plus lointaines de cette image existaient lorsque l'univers avait moins d'1 milliard d'années. Leur lumière avait voyagé vers nous pendant plus de 12 milliards d'années. Pendant ce temps, ces galaxies lointaines ont évolué, fusionné et se sont peut-être transformées en d'immenses galaxies elliptiques aujourd'hui. Et nous regardions leurs photos de bébés. Plus de 900 articles scientifiques ont été rédigés sur la base de cette seule image. Elle est devenue l'une des photographies les plus analysées de l'histoire de l'astronomie. En regardant ce petit point apparemment vide, nous avons appris à quel point l'univers était plein et à quel point nous en savions peu. Mais Robert Williams n'avait pas encore fini de révéler les secrets de l'univers. En 2004, Hubble a plongé encore plus profondément avec une pause de 11 jours dans une région connue sous le nom de champ ultra profond, revenant cette fois avec environ 10 000 galaxies. Puis, en 2012, le champ extrêmement profond a repoussé les limites un peu plus loin, capturant des galaxies jusqu'à 13 milliards 200 millions d'années-lumière. Et chaque image plus profonde révélait la même vérité fondamentale. Vise n'importe quel point apparemment vide du ciel, regarde assez longtemps, et des milliers de galaxies apparaissent. L'univers est bien plus peuplé, bien plus riche que nous ne pourrions jamais l'imaginer. Pourtant, voici la partie qui donne le frisson. Ces paysages d'une profondeur vertigineuse couvrent moins d'1 millionième du ciel entier. Nous avons vu des détails incroyables à travers ces minuscules fenêtres. Oui, mais elles ne sont que quelques aiguilles dans une botte de foin cosmique. Qu'est-ce qui se cache d'autre dans cette immense obscurité, attendant patiemment que nous regardions? Nous, les humains, aimons annoncer que nous explorons l'univers. Nos communiqués de presse célèbrent de vastes relevés du ciel contenant des millions de galaxies. Et les chiffres semblent impressionnants jusqu'à ce que tu examines la texture de la réalité, c'est-à-dire la fraction du ciel qui a été réellement observée en détail. L'un des projets les plus complets à ce jour, le Sloan Digital Sky Survey, a cartographié environ un tiers du ciel entier. Cela semble être une quantité assez significative, mais voici le détail. Même ce relevé massif n'a pu détecter que les galaxies au-dessus d'une certaine limite de luminosité. Les plus faibles, dont il existe des milliards, sont restées invisibles. Le Dark Energy Survey a passé 6 ans à photographier le ciel austral, cataloguant des centaines de millions d'objets. Un effort impressionnant, sans aucun doute. Mais cela représente environ 1/8 du ciel. Les 7/8 restants ont été complètement privés de leurs observations attentives. Le télescope spatial Euclide, lancé en 2023, vise à scanner environ un tiers du ciel. Une fois terminé, ce sera le projet de cartographie le plus ambitieux jamais tenté. Pourtant, les 2/3 des cieux resteront complètement hors de son champ de vision. Maintenant, considérons un instant la profondeur par rapport à la couverture. Plus tu regardes loin, plus la zone que tu peux observer dans un laps de temps raisonnable est petite. Le télescope spatial James Webb peut voir des galaxies incroyablement lointaines, oui, mais son champ de vision est minuscule. Imagine essayer d'étudier un continent entier en regardant à travers une paille. Tu vois des détails incroyables dans de petites parcelles, mais de vastes zones restent totalement inexplorées. Le projet Cosmos Web a récemment compilé environ 800 000 galaxies, créant une carte qui remonte à 13 milliards et demi d'années. L'équipe de recherche a célébré cela comme la carte cosmique la plus complète jamais créée. Mais
La zone couverte par cette carte était inférieure à 1 degré carré du ciel, et le ciel entier contient environ 41 000 degrés carrés. Quand tu fais cette simple division, tu comprends. La recherche profonde la plus complète à ce jour couvre environ 0,002% du ciel. À travers une fenêtre plus petite que la zone occupée par la pleine lune dans le ciel, nous avons obtenu une profondeur incroyable. Avec notre technologie actuelle, ces compromis sont inévitables. Le temps de télescope est limité. Chaque heure passée à regarder une partie du ciel signifie que d'autres régions ne sont pas observées. Les équipes de recherche doivent faire un choix. Soit cartographier de vastes zones avec moins de détails, soit plonger en profondeur dans de petites régions. La plupart des recherches choisissent la couverture large. Elles cataloguent des millions de galaxies proches sur de grandes portions du ciel. Cela révèle la structure à grande échelle de l'univers. Cela montre comment les galaxies se regroupent en filaments et en murs. Mais ces recherches manquent ces galaxies faibles et lointaines que les expositions profondes révéleraient. Une poignée de projets choisissent plutôt d'aller en profondeur, produisant des images exquises de petites zones. Celles-ci révèlent l'univers lointain avec des détails sans précédent, mais leur vision étroite entraîne d'autres problèmes. Peut-être qu'ils regardent par hasard une région exceptionnellement peuplée, ou une zone exceptionnellement vide. Les petites tailles d'échantillons créent toujours de l'incertitude. Voici ce que cela signifie en pratique. Des cartes complètes de l'univers proche existent. Nous avons assez bien catalogué les galaxies à quelques milliards d'années-lumière. Mais au-delà de cette distance, notre couverture devient inégale. Nous avons des images magnifiques de petites zones mêlées à de vastes régions inexplorées. Le pourcentage total du ciel qui a été exploré en profondeur, c'est-à-dire soumis à de longues expositions qui révèlent des galaxies faibles et lointaines, est bien inférieur à 1%, probablement plus proche de 0,1%. Cela signifie que 99,9% de l'univers profond reste un territoire inexploré. Littéralement, n'importe quoi pourrait se cacher dans cette obscurité, et nous n'en aurions pas la moindre idée. Et parfois, le plus grand obstacle est le plus proche de nous. Notre propre maison, la Voie lactée, sabote notre vision de l'univers. Cette bande brillante, d'étoiles et de gaz qui s'étend dans le ciel nocturne, aussi belle soit-elle à regarder, crée un angle mort massif pour nous qui essayons d'étudier les galaxies lointaines. Nous avons appelé cette zone aveugle la zone d'évitement. Elle couvre environ 20% du ciel, soit 1/5. C'est cette vaste zone où le disque dense de la Voie lactée s'interpose entre nous et l'univers plus profond au-delà. Le problème, c'est la poussière. Notre galaxie est remplie d'immenses nuages de poussière cosmique composés de minuscules particules de carbone, de silicium et d'autres éléments, et ces nuages absorbent et diffusent la lumière visible. Lorsque nous essayons de regarder les galaxies lointaines derrière la zone d'évitement, cette poussière bloque notre vue, un peu comme si nous essayions de regarder à travers un brouillard épais. Certaines des structures les plus intéressantes et les plus massives de l'univers pourraient se cacher juste là, l'anomalie gravitationnelle massive que nous appelons le grand attracteur, qui attire tout notre amas de galaxies vers lui, se trouve en partie derrière cette zone d'évitement. Nous savons que quelque chose d'énorme s'y trouve, car nous pouvons mesurer son effet gravitationnel. Mais le voir directement est presque impossible. En 2021, des astronomes ont découvert le mur du pôle Sud, une structure massive s'étendant sur 1,4 milliard d'années-lumière, composée de centaines de milliers de galaxies. Pourquoi est-il resté caché si longtemps ? Parce qu'il se trouvait aussi en partie dans la zone d'évitement. Les chercheurs n'ont pu le trouver qu'en utilisant des radiotélescopes qui peuvent pénétrer la poussière bien mieux que les instruments optiques. Cela nous amène à la question suivante. Combien d'autres structures se cachent derrière ce rideau ? La zone d'évitement pourrait dissimuler des superamas entiers. D'immenses filaments de galaxies pourraient traverser cette région cachée, reliant les structures visibles de manière que nous ne pouvons pas cartographier. En fait, nous essayons de comprendre la géographie cosmique alors que 20% de notre carte est recouverte d'une énorme tache. Les observations en infrarouge et en ondes radio aident. Ces longueurs d'onde peuvent pénétrer la poussière beaucoup plus efficacement que la lumière visible. Et les relevés à ces fréquences ont révélé des milliers de galaxies auparavant cachées dans la zone d'évitement. Mais les observations infrarouges ont aussi leurs limites. Il est plus difficile de construire et d'exploiter des télescopes sensibles à ces longueurs d'onde. Notre atmosphère bloque de nombreuses fréquences infrarouges, ce qui nous rend dépendants des observatoires spatiaux.
Et même les meilleures études infrarouges ne peuvent pas encore rivaliser avec la profondeur et la résolution des études optiques que nous menons dans les parties plus claires du ciel. Pourtant, grâce à ces efforts, nous avons appris que la région de la Voie lactée n'est pas complètement impénétrable, mais plutôt translucide. Avec suffisamment d'efforts et les bons instruments, nous pouvons voir à travers, mais la vue reste toujours floue par rapport aux zones de ciel dégagées. Réfléchissons un instant à ce que cela signifie pour notre compréhension de la structure à grande échelle de l'univers. Imagine essayer de cartographier les courants océaniques alors que 20% de l'océan est couvert d'un épais brouillard. Tu peux faire des déductions à partir des motifs que tu vois dans les zones claires. Tu peux utiliser des mesures indirectes pour détecter les principaux courants sous le brouillard, mais tu manquerais certainement des informations critiques. Nos relevés de galaxies évitent systématiquement la zone d'évitement. Dans la plupart de nos plus grands catalogues, il y a d'énormes vides là où la Voie lactée bloque notre vue, et ces vides créent des incertitudes dans nos mesures de la structure cosmique. Les filaments et les vides que nous observons sont-ils représentatifs de l'univers entier? Ou avons-nous manqué les caractéristiques principales, les parties les plus importantes de l'image cachées derrière notre propre galaxie? Certains chercheurs pensent que la zone d'évitement cache des structures qui changeraient complètement notre compréhension de l'architecture de l'univers local. D'autres soupçonnent qu'il n'y a rien de particulièrement inhabituel qui s'y cache, juste une continuation de cette immense toile cosmique que nous voyons ailleurs. Mais les deux groupes sont d'accord sur un point: jusqu'à ce que nous développions de meilleures façons de percer complètement ce rideau, nous ne le saurons jamais avec certitude. Notre propre galaxie fait en sorte que de vastes régions de l'univers restent mystérieuses, cachant peut-être dans sa propre ombre les surprises qui transformeront, une fois de plus, la cosmologie. En février 2025, nous qui regardons le ciel avons appris que nous avions trouvé quelque chose qui ne devrait pas exister. Une superstructure si massive qu'elle défie nos théories les plus fondamentales sur la taille que les structures cosmiques peuvent atteindre. Ils l'ont nommé le Quipu, inspiré du système d'enregistrement des anciens Incas fait de cordes nouées. Et ce nom lui va si bien. Ce géant cosmique ressemble à un filament immense, d'où partent des filaments plus petits, reliés comme des nœuds sur une corde géante. Le Quipu s'étend d'un bout à l'autre sur 1,4 milliard d'années-lumière. Réfléchissons-y un instant. Cela signifie que même la lumière, se déplaçant à 300 000 km par seconde, mettrait 1,4 milliard d'années pour le traverser. Cette structure abrite 68 amas de galaxies, et chaque amas est composé de centaines, voire de milliers de galaxies. Sa masse totale est 200 quadrillions de fois celle de notre Soleil. Sa seule échelle défie tout ce que nous pensions savoir. Selon nos modèles cosmologiques standards, l'univers n'aurait pas dû avoir assez de temps depuis le Big Bang pour que des structures aussi grandes se forment par effondrement gravitationnel. La gravité agit lentement à l'échelle cosmique. Les structures grandissent à mesure que la matière s'agglomère, oui, mais il y a des limites. La limite théorique, calculée à partir de l'âge de l'univers et de son taux d'expansion, suggère que la taille des plus grandes structures devrait être d'environ 1,2 milliard d'années-lumière. Le Quipu dépasse cette limite de 200 millions d'années-lumière. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais en cosmologie, c'est comme trouver un humain de 3 mètres dans un monde où la limite théorique est de 2 mètres et demi. Ce n'est pas seulement une anomalie, c'est le signe qu'il faut réécrire les règles. Et le Quipu n'est pas seul. La même équipe de recherche a identifié 4 autres superstructures atteignant des tailles similaires. Ensemble, ces 5 géants cosmiques contiennent 45% de tous les amas de galaxies dans la plage de distance qu'ils ont observée. Près de la moitié de la matière dans cette région de l'espace. Ces structures couvrent le ciel en une bande massive de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord. Cette découverte a été faite en analysant les rayons X émis par le gaz chaud contenu dans les amas de galaxies. Lorsque les positions des amas ont été cartographiées en 3 dimensions, le Quipu a immédiatement sauté aux yeux. Comme l'a noté un chercheur, la structure était si évidente qu'il n'y avait même pas besoin d'algorithmes de détection complexes pour la voir. Elle était juste là, évidente une fois que tu savais où regarder. Mais la trouver soulève des questions plus profondes. Si des structures aussi grandes se trouvent juste à notre porte, à l'échelle cosmique, qu'est-ce qui se cache dans les profondeurs du cosmos plus lointain?
Nos études plus profondes n'ont pas encore atteint la sensibilité nécessaire pour détecter des structures similaires à de si grandes distances. Elles pourraient se cacher de nous derrière leur extrême éloignement. Cette structure massive, par son existence même, affecte la façon dont nous mesurons le taux d'expansion de l'univers. Et elle ne durera pas éternellement. L'expansion accélérée de l'univers, avec l'énergie noire qui déchire l'espace, finira par la disloquer. Ce que nous voyons aujourd'hui comme une seule structure connectée se transformera en amas séparés et isolés dans un avenir lointain. Mais pour l'instant, le Quipu est là, une structure prouvée qui repousse les limites de ce que la physique dit devrait exister. Et il nous invite à nous demander ce qui pourrait se cacher d'autre dans l'obscurité. Et entre ces filaments et ces amas, il y a peut-être quelque chose d'encore plus étrange, des vides immenses où il n'y a presque rien. Ces vides cosmiques s'étendent sur des centaines de millions d'années-lumière, avec presque aucune galaxie à l'intérieur. Le vide du Bouvier a été l'un des premiers découverts. Il mesure environ 330 millions d'années-lumière de diamètre. À l'intérieur de ce volume gigantesque, nous nous attendions à trouver environ 10 000 galaxies sur la base de la densité moyenne de l'univers. Au lieu de cela, nous n'en avons trouvé que 60. Il est plus de 99,4% plus vide qu'il ne devrait l'être. Ce ne sont pas simplement des zones où les galaxies sont accidentellement rares. Ces vides ont des bords distincts, des murs de galaxies bien définis entourant des intérieurs presque entièrement vides. C'est comme si l'univers s'était organisé en une sorte de mousse géante. Les galaxies sont regroupées sur les fines membranes et les filaments qui entourent d'énormes bulles d'espace principalement vides. Le plus grand vide connu mesure environ 1 milliard d'années-lumière de diamètre. Pensez un instant, une sphère d'1 milliard d'années-lumière de large avec seulement une poignée de galaxies à l'intérieur. Si tu la traversais à la vitesse de la lumière, ton voyage durerait 1 milliard d'années et pendant ce temps, tu ne croiserais presque rien. Ces vides ne sont pas complètement vides. Ils contiennent de la matière noire, juste beaucoup moins que les régions moyennes. De fins filaments d'hydrogène gazeux les traversent. De temps en temps, des galaxies naines se regroupent dans cette obscurité. Mais par rapport au reste de l'univers, ces vides sont terriblement désolés. Leur existence nous apprend une vérité fondamentale sur la formation des structures. Dans l'univers primitif, les plus petites fluctuations de densité ont été amplifiées par l'expansion. Les régions plus denses ont attiré plus de matière par la gravité, formant les filaments et les amas. Les régions moins denses ont perdu leur matière au profit de leurs voisins et sont devenues encore plus vides. Ce processus est toujours en cours. Les vides s'agrandissent. Notre Voie lactée se trouve près du bord d'un vide que nous appelons le vide local, qui mesure environ 150 millions d'années-lumière de large. Nous regardons vers une région de l'espace relativement vide. Les galaxies à l'intérieur de ces vides sont différentes de leurs cousines des régions plus denses. Elles ont tendance à être plus bleues, plus jeunes, plus actives. Cet isolement les protège des collisions qui déclenchent l'évolution. Ce sont des ermites cosmiques qui évoluent au ralenti. La cartographie de ces vides offre l'une des preuves indirectes les plus solides de l'existence de la matière noire. Nos simulations informatiques ne peuvent reproduire correctement cette structure en mousse que nous observons que lorsque nous ajoutons de la matière noire à l'équation. Mais ces vides soulèvent également des questions troublantes. Pourquoi l'univers s'est-il organisé de cette manière ? Et quelle expérience étrange ce serait de se tenir à l'intérieur d'une galaxie du vide et de regarder le ciel nocturne ? Le ciel semblerait beaucoup plus vide, l'univers beaucoup plus solitaire. Les astronomes de cet endroit pourraient avoir des idées très différentes sur le cosmos que nous. Nous vivons dans une région relativement dense qui semble remplie de galaxies. Mais les vides nous rappellent que la plupart de l'espace est exactement cela, de l'espace. Et le vide domine tout, GN-Z11. Sur les images, ça ne ressemble pas à grand-chose. Une faible tache rougeâtre, à peine visible contre le noir velouté de l'espace. Mais cette minuscule goutte représente quelque chose d'extraordinaire, la galaxie confirmée la plus lointaine de l'univers observable. Sa lumière a voyagé pendant 13 milliards 400 millions d'années pour nous atteindre. Lorsque cette lumière a quitté GN-Z11, l'univers n'avait que 400 millions d'années, 3% de son âge actuel. Nous voyons cette galaxie telle qu'elle existait juste après l'allumage des premières étoiles, dans les tout premiers moments de l'aube cosmique.
Elle est si lointaine que sa lumière a été étirée par l'expansion de l'univers, sa longueur d'onde allongée. Ces photons, initialement émis sous forme de lumière ultraviolette, nous parviennent maintenant sous forme d'infrarouge. Cela signifie que depuis que la lumière a commencé son voyage, l'univers s'est dilaté de plus de 11 fois et demi. Trouver des galaxies aussi lointaines demande un effort extraordinaire. Elles sont incroyablement faibles. Leur lumière s'est estompée au cours de leur voyage de plusieurs milliards d'années. Et l'expansion cosmique les a poussées complètement hors du spectre de la lumière visible. Nous ne pouvons les détecter qu'avec les télescopes infrarouges les plus puissants, et seulement après des heures, voire des jours d'exposition. Le télescope spatial James Webb a été spécifiquement conçu pour chasser ces galaxies anciennes. Et ses premiers résultats ont révélé des candidats qui pourraient être encore plus éloignés que GN Z11. Et certains de ces candidats semblent étonnamment matures. Ils présentent des structures organisées, des formes de disques et même des indices de bras spiraux, des caractéristiques qui ne devraient pas exister si tôt dans l'histoire cosmique. Nos modèles standards prédisent que les premières galaxies devraient être chaotiques et irrégulières. Ces découvertes de Webb remettent en question ces attentes. Réfléchissons un instant à l'étrangeté inhérente à l'observation d'objets aussi lointains. Nous ne les voyons pas tels qu'ils sont maintenant. Nous voyons leur passé ancien. Il est impossible d'observer GNZ11 telle qu'elle est aujourd'hui. La lumière montrant son état actuel n'atteindra pas la Terre avant encore 13 milliards d'années. Et d'ici là, notre étoile se sera éteinte depuis longtemps, notre planète aura été détruite. Il n'y aura plus personne ici pour la voir. Cela crée une situation étrange où les objets les plus lointains que nous observons ont existé brièvement dans notre passé, mais sont totalement inaccessibles dans notre présent. Nous pouvons étudier leurs photos de bébés, mais nous ne les rencontrerons jamais à l'âge adulte. Le temps et la distance nous ont séparés de manière irréversible. L'univers observable a un bord. Ce n'est pas un mur physique, mais un horizon au-delà duquel nous ne pouvons pas voir. Cet horizon existe parce que la lumière des régions plus lointaines n'a tout simplement pas encore eu le temps de nous atteindre. Chaque année, cet horizon s'élargit d'une année-lumière, nous révélant un peu plus de l'univers. Mais l'énergie noire complique cette image simple. Les objets, au-delà d'une certaine distance, s'éloignent de nous plus vite que la lumière elle-même. Leur lumière ne nous parviendra jamais, peu importe combien de temps nous attendons. Ces régions sont au-delà de notre horizon des événements cosmiques. Elles sont inaccessibles en permanence. Les galaxies les plus lointaines que nous pouvons observer approchent de cette limite, sur le point de passer dans cette zone de non-retour. En fait, certaines galaxies qui existaient dans l'univers primitif ont déjà franchi cet horizon. Nous ne les verrons jamais. Leur lumière est piégée pour toujours dans une région de l'espace qui s'éloigne de nous plus vite que la lumière. Même avec des télescopes parfaits et une patience infinie, nous sommes dans une course contre l'expansion cosmique pour attraper les galaxies les plus lointaines avant qu'elles ne disparaissent de la vue. Certaines ont déjà disparu, et d'autres suivront. En ce moment même, pendant que nous parlons, des galaxies disparaissent de notre univers observable. Elles ne meurent pas ou n'explosent pas, elles accélèrent simplement au-delà de notre horizon cosmique, glissant vers l'indétectabilité pour toujours. Ce processus se déroule lentement de notre point de vue. Leur lumière se décale de plus en plus vers le rouge, d'abord vers l'infrarouge, puis les micro-ondes, puis les ondes radio. Finalement, elles deviennent si faibles et si décalées vers le rouge qu'aucun télescope ne peut les détecter. Voici la dure vérité que nous disent les mesures confirmées. Environ 95% de l'univers que nous pouvons observer est déjà au-delà de notre horizon des événements cosmiques. Nous pouvons voir ces régions maintenant parce que nous observons la lumière qu'elles ont émise il y a des milliards d'années quand elles étaient plus proches, mais nous ne verrons jamais ce qui s'y passe maintenant. Cette information nous est définitivement coupée. Dans des billions d'années, si nous ou nos descendants sommes encore là, le ciel nocturne sera très différent. La Voie lactée aura fusionné avec Andromède pour former une galaxie géante, mais le reste de l'univers aura disparu. Tout ce qui se trouve en dehors de notre amas local aura été entraîné vers l'invisibilité. Le fond diffus cosmologique sera devenu trop faible pour être détecté. La preuve du Big Bang se sera effacée d'elle-même. Ces cosmologistes du futur auront du mal à comprendre que l'univers a eu un commencement. Leurs observations leur suggéreront qu'ils vivent dans une seule galaxie insulaire, une galaxie géante, entourée d'une obscurité éternelle.
tout ce que nous savons sur la cosmologie deviendra improuvable dans ce futur lointain. Les preuves auront littéralement disparu au-delà de l'horizon. Cela se produit déjà dans l'autre sens aussi. Au-delà de notre horizon des événements actuels, il y a des galaxies que nous ne pourrons jamais observer. Elles existaient dans l'univers primitif, elles ont envoyé leur lumière vers nous, mais cette lumière n'arrivera jamais. L'espace entre nous s'est dilaté trop rapidement. Combien de galaxies manquons-nous ? Si l'univers est infini, alors le nombre de galaxies au-delà de notre horizon est également infini. Cela signifie que nous observons une fraction infiniment petite de ce qui existe. Selon les estimations actuelles, l'univers entier est au moins 250 fois plus grand que la partie que nous pouvons voir. Autrement dit, pour chaque galaxie que nous pouvons voir, il y en a au moins 250 autres au-delà de notre vision. Certaines d'entre elles pourraient abriter des civilisations. Des espèces intelligentes pourraient exister dans des régions de l'espace que nous ne pourrons jamais observer. Elles pourraient pointer leur radiotélescope dans notre direction en ce moment même, se demandant « Y a-t-il quelqu'un ?» Mais les signaux qu'elles envoient ne nous parviendront jamais. L'expansion cosmique a rompu à jamais toute possibilité de contact, et l'expansion s'accélère. Cela signifie que les galaxies disparaissent de notre champ de vision plus vite que de nouvelles n'apparaissent. Notre univers observable va finir par rétrécir, non pas en taille, mais en contenu. Nous vivons à une époque spéciale. L'univers est assez vieux pour que nous puissions étudier son histoire par des observations lointaines, mais assez jeune pour que la plupart de la structure cosmique soit encore visible. Les observateurs futurs n'auront pas ce luxe. Le cosmos se cache de nous, une galaxie à la fois. Rien ne peut aller plus vite que la lumière. C'est la loi la plus fondamentale de l'univers. Et cette limite de vitesse universelle crée une prison gigantesque en expansion constante, dont aucune information ne peut s'échapper. La lumière se déplace dans le vide à une vitesse exacte de 299 792 km par seconde. Ce n'est pas un chiffre négociable, arrondissable ou dépassable. C'est une propriété fondamentale de l'univers que James Clerk Maxwell a révélée dans ses équations au XIXe siècle et qu'Albert Einstein a érigé en pierre angulaire de sa théorie de la relativité restreinte au début du XXe siècle. Ce n'est pas une approximation, c'est une constante précise, tissée dans la trame même de la réalité. Einstein nous a montré que l'énergie requise pour amener n'importe quel objet doté d'une masse à cette vitesse tend vers l'infini. La masse est une forme d'énergie, comme le résume la célèbre équation EMC2, et à mesure qu'un objet accélère, son énergie cinétique s'ajoute à sa masse, rendant de plus en plus difficile de l'accélérer davantage. À la vitesse de la lumière, cette masse relativiste devient infinie, et il faudrait une quantité infinie d'énergie pour la pousser d'un millimètre de plus. Les photons, les particules de lumière, ne peuvent atteindre cette vitesse ultime que parce qu'ils sont, par nature, sans masse. Ils sont des manifestations d'énergie pure, ondulant à travers l'espace-temps à la vitesse maximale possible. Cette limite de vitesse cosmique change fondamentalement notre perception de notre place dans l'univers. Au niveau le plus simple, cela signifie que même la lumière de notre étoile la plus proche, Proxima Centauri, met plus de 4 ans à nous parvenir. Cela signifie que nous voyons cette étoile telle qu'elle était il y a 4 ans. Si Proxima Centauri disparaissait soudainement, nous ne le saurions pas avant 4 ans. À une échelle encore plus grande, la lumière de notre plus proche grand voisin galactique, Andromède, voyage pendant 2,5 millions et d'années à travers le vide qui nous sépare de la Voie lactée avant de nous atteindre. Nous voyons donc Andromède non pas comme elle est aujourd'hui, mais comme elle était lorsque les humains modernes n'avaient pas encore évolué sur Terre. Chaque galaxie que nous regardons avec nos télescopes est une fenêtre sur le passé, et ces fenêtres offrent des instantanés de différentes époques de l'univers. Lorsque tu étends cette logique aux distances cosmiques, la situation devient encore plus profonde et presque philosophique. Les objets les plus lointains que nous observons avec des télescopes comme James Webb ou Hubble existent dans l'enfance de l'univers, seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Leur état actuel nous est totalement inconnu et pourrait le rester pour toujours. Ces galaxies primitives, au cours des 13 milliards d'années qui se sont écoulées, se sont peut-être transformées en galaxies complètement différentes, plus
grandes et plus matures, ont pu entrer en collision et fusionner d'innombrables fois avec d'autres galaxies, ou même avoir été englouties par les trous noirs en leur centre, ou avoir complètement disparu en achevant leur processus de formation d'étoiles. Nous ne saurons rien de tout cela avant encore quelques milliards d'années, car il faudra autant de temps pour que la lumière partant de l'heure maintenant nous parvienne. Mais cette limite de vitesse universelle, combinée à l'expansion générale de l'univers, crée un problème encore plus étrange et hallucinant. L'espace lui-même peut s'étendre plus vite que la lumière. Cela ne viole pas la loi de la relativité d'Einstein, car la relativité restreinte limite le mouvement des objets dans l'espace-temps. L'espace lui-même n'est pas un objet, c'est simplement la scène dynamique où les objets existent, interagissent et se déplacent. Et la scène elle-même, soumise à des règles différentes du jeu qui s'y déroule, peut grandir, s'étirer et s'étendre à n'importe quelle vitesse. Les observations des astronomes montrent que non seulement l'expansion de l'univers se poursuit, mais qu'elle s'accélère en raison d'une force mystérieuse appelée énergie noire. Actuellement, les galaxies situées à environ 15 milliards d'années-lumière de nous s'éloignent de nous à la vitesse de la lumière en raison de l'expansion de l'espace entre nous. Et celles qui se trouvent au-delà de cette distance, c'est-à-dire au-delà du rayon de Hubble, s'éloignent plus vite que la lumière. Un paradoxe déroutant apparaît ici. Si les galaxies au-delà de 15 milliards d'années-lumière s'éloignent de nous plus vite que la lumière, comment expliquer que les astronomes puissent voir des objets comme GN-Z11 à 13 milliards 400 millions d'années-lumière? La lumière de cette galaxie ne devrait-elle pas être constamment distancée par la vitesse de l'expansion sans jamais nous atteindre? Le secret réside dans le fait que ces objets étaient beaucoup plus proches de nous lorsqu'ils ont émis cette lumière ancienne que nous voyons aujourd'hui. Il y a 13 milliards d'années, l'univers était un endroit beaucoup plus petit, plus dense et plus compact. Leur lumière est partie alors que l'univers était plus petit et que ces régions se trouvaient à l'intérieur de notre rayon de Hubble. Depuis lors, ces photons font un voyage implacable vers nous, luttant contre le courant de l'espace, en constante expansion et progressant, bien que lentement. À chaque mètre parcouru par le photon, l'espace s'étend également un peu, le repoussant, mais le photon reste fixé sur sa cible. Cependant, la lumière émise par les galaxies qui se trouvent aujourd'hui au-delà de notre horizon des événements cosmiques, c'est-à-dire la dernière frontière avec laquelle nous pouvons être connectés causalement, ne nous parviendra jamais. L'expansion de l'espace. Dans ces régions est si violente qu'elle les éloigne de nous plus rapidement que leur lumière ne peut s'approcher. Elles ont franchi pour nous un point de non-retour. Nous ne verrons jamais les explosions d'étoiles, la naissance ou l'effondrement de civilisations qui se produisent actuellement dans ces galaxies. Leur avenir est éternellement coupé de notre passé. Les calculs et les modèles cosmologiques montrent que la distance maximale absolue de l'univers que nous pouvons observer, c'est-à-dire le bord de l'univers observable, se trouve à environ 46 milliards et demi d'années-lumière de nous dans toutes les directions. C'est un autre fait déroutant découlant du fait que l'univers a 13 milliards 800 millions d'années. L'âge de l'univers est inférieur à la distance en années-lumière. La raison en est qu'un objet dont la lumière nous parvient a été transporté beaucoup plus loin par l'expansion au cours des milliards d'années qui se sont écoulées depuis que sa lumière est partie. Même avec nos instruments les plus parfaits, des budgets infinis et une patience infinie, tout ce qui se trouve au-delà de cette sphère de 46 milliards et demi d'années-lumière de rayon est en permanence au-delà de notre connaissance et de notre observation. Cette situation rend impossible non seulement l'observation passive, mais aussi la communication active. Supposons que nous essayions d'envoyer un message à une galaxie très lointaine, par exemple, juste en dehors de notre horizon des événements cosmiques. Tout signal radio que nous enverrions voyagerait à la vitesse maximale, la vitesse de la lumière. Si la galaxie que nous visons est au-delà de notre horizon des événements cosmiques, notre signal n'atteindra jamais sa destination. Pendant que notre signal progresse dans l'espace, l'espace entre nous et la galaxie cible s'étend plus vite que le signal ne peut voyager. Notre signal, au lieu de s'approcher de sa cible, s'en éloigne de plus en plus. Toute tentative de communication ou d'interaction est vouée à l'échec au niveau physique le plus fondamental, car l'expansion a transporté les parties lointaines de l'univers au-delà de notre portée et même de notre connaissance. En conclusion, nous sommes coincés à l'intérieur d'une bulle gigantesque,
définie par la vitesse de la lumière et l'expansion cosmique, qui grandit constamment mais qui sépare aussi les objets qu'elle contient les uns des autres. Et les murs de cette prison cosmique, c'est-à-dire l'horizon des événements, s'éloignent de nous, réduisant continuellement la partie de l'univers que nous pouvons atteindre. Au-delà de notre bulle, il y a beaucoup plus, peut-être un univers infini, et il n'y a aucun moyen connu d'y accéder, de le connaître ou d'interagir avec lui. Quand les astronomes mesurent la distance d'une galaxie, ils n'utilisent pas vraiment une règle. Ils mesurent comment la lumière elle-même a été affectée par l'expansion de l'univers. Leur outil fondamental est de mesurer à quel point sa lumière a été étirée au cours de son long voyage vers nous. Cet étirement, que nous appelons décalage vers le rouge, redshift, est l'outil le plus puissant qui transforme l'univers en une gigantesque machine à remonter le temps pour nous. Lorsque l'espace s'étend, il étire également les ondes lumineuses qui le traversent, comme on étire un élastique. Un photon, parti il y a des milliards d'années d'une étoile chaude et bleue dans une jeune galaxie, initialement comme une lumière bleue à courte longueur d'onde et à haute énergie, voit l'espace qu'il traverse s'étendre continuellement pendant son voyage vers nous. Cette expansion allonge la longueur d'onde du photon, diminuant son énergie. En fonction de l'ampleur de l'expansion de l'espace pendant son voyage, ce photon bleu peut nous atteindre non plus comme une lumière rouge à longue longueur d'onde, ou même, en s'étirant davantage, comme un infrarouge ou une micro-onde invisible à nos yeux. La quantité de cet étirement, c'est-à-dire la valeur du décalage vers le rouge, Z, nous indique directement la distance, et donc à quel point nous regardons dans le passé. Une galaxie avec un décalage vers le rouge élevé est à la fois incroyablement lointaine et incroyablement ancienne. C'est précisément là que l'univers cesse d'être un simple espace tridimensionnel pour devenir une structure où nous pouvons descendre dans les profondeurs de la 4e dimension, le temps, une machine à remonter le temps. Mesurer le décalage vers le rouge, ce n'est pas seulement mesurer la distance, c'est aussi mesurer le temps. Plus une galaxie est lointaine, plus sa lumière a voyagé longtemps, et plus nous regardons loin dans le temps. Chaque observation d'une galaxie lointaine par les astronomes est une fenêtre unique sur un moment précis de l'histoire cosmique, une époque différente de l'univers. Les astronomes mesurent le décalage vers le rouge en analysant le spectre de la lumière des galaxies ou des quasars, c'est-à-dire en décomposant la lumière en ses couleurs à l'aide d'un prisme. Dans ce spectre, ils recherchent des lignes sombres ou brillantes, les empreintes digitales chimiques uniques de certains éléments, généralement l'hydrogène, l'oxygène ou le carbone, qui apparaissent au point où ces éléments absorbent ou émettent de la lumière. En mesurant précisément à quel point ces empreintes sont décalées vers le rouge par rapport à leur longueur d'onde normale mesurée en laboratoire, ils calculent exactement de combien les longueurs d'onde de la lumière ont été étirées et donc à quelle distance et dans quel passé se trouve la galaxie. Chaque nouveau record de décalage vers le rouge enregistré signifie descendre encore plus profondément dans l'histoire cosmique vers un moment encore plus proche du début des temps. Les records actuels nous amènent à la première génération de galaxies de l'univers, existant seulement 300 millions d'années après le Big Bang. L'une des missions les plus fondamentales du télescope spatial James Webb est de repousser ces records encore plus loin et peut-être même de révéler les tout premiers moments appelés l'aube cosmique, lorsque les premières étoiles et galaxies ont commencé à percer l'obscurité. Le phénomène du décalage vers le rouge a transformé l'astronomie en une sorte d'archéologie cosmique. Nous n'étudions pas seulement où se trouvent les objets dans le ciel et à quoi ils ressemblent. Nous étudions quand ils existaient, comment ils ont évolué et à quelle époque de l'univers ils vivaient. Chaque observation est un regard direct sur l'histoire elle-même, préservée dans la lumière qui a voyagé à travers les âges et qui porte en elle l'information de l'époque d'où elle vient. L'expansion de l'univers a, involontairement, créé une archive gigantesque et accessible de son propre passé, une archive historique écrite en longueur d'onde étirée et codée dans la lumière ancienne. Et nous, les astronomes, lisons cette archive, une mesure de décalage vers le rouge à la fois, page par page, remontant des milliards d'années en arrière. Et puis, nous nous heurtons à un mur infranchissable, un point au-delà duquel nous ne pouvons plus remonter dans le temps. Ce mur n'existe pas parce que nos télescopes ne sont pas assez bons ou puissants, mais parce que l'univers lui-même, avant un certain point de son histoire, était par nature opaque,
c'est-à-dire non transparent à la lumière. Cet obstacle infranchissable est le fond diffus cosmologique, CMB, un rayonnement qui a imprégné tout l'univers environ 380 000 ans après le Big Bang et que nous pouvons encore détecter aujourd'hui. Ce rayonnement représente ce moment critique, l'âge de la recombinaison, où l'univers s'est suffisamment refroidi pour que les protons et les électrons puissent se combiner pour former les premiers atomes neutres, principalement de l'hydrogène. Avant cela, l'univers était un brouillard de plasma incroyablement chaud et dense qui ne permettait pas à la lumière de voyager librement. Dans cette soupe primordiale, les noyaux atomiques et les électrons n'étaient pas encore liés les uns aux autres, et ces électrons chargés qui volaient librement partout diffusaient constamment les photons comme des boules de billard. La lumière ne pouvait pas voyager en ligne droite un seul instant sans heurter un électron et changer de direction. L'univers entier était comme l'intérieur du brouillard le plus dense. Il était impossible d'obtenir une image nette de quoi que ce soit, mais à mesure que l'univers s'est étendu et refroidi, il a atteint un seuil de température critique d'environ 3000 degrés Kelvin. À ce stade, les électrons avaient suffisamment ralenti pour être capturés par les protons chargés positivement, formant les premiers atomes d'hydrogène neutre. Et à ce moment-là, l'univers est soudainement devenu transparent. Avec la disparition des électrons libres qui déviaient constamment les photons étaient désormais libres et pouvaient voyager sans entrave dans l'espace, pour toujours. La première lumière du cosmos a été libérée à ce moment précis et elle a commencé à se propager dans toutes les directions. Ce sont ces photons primordiaux qui voyagent à travers l'univers depuis lors, depuis 13 milliards 800 millions d'années. Au cours de ce long voyage, l'expansion cosmique a étiré leur longueur d'onde, passant de la lumière visible et infrarouge initiale à des micro-ondes beaucoup plus longues. Et aujourd'hui, cette première lumière nous parvient de toutes les directions du ciel sous la forme d'une lueur faible, presque parfaitement uniforme, à seulement 2725 degrés au-dessus du zéro absolu. C'est la plus ancienne lumière que nous puissions observer, la plus ancienne photographie de l'univers qui nous soit parvenue, une sorte de photo de bébé. Ce fond diffus, cosmologique, est pour nous une barrière absolue lorsque nous regardons en arrière dans le temps. Nous ne pouvons pas voir avant cela en utilisant le rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire la lumière, car avant cette époque, la lumière n'était pas libre et l'univers était opaque. L'univers d'avant ce moment est caché derrière un mur de plasma chaud et dense. Il y a une surface concrète dans le temps, au-delà de laquelle nous ne pouvons pas regarder en utilisant la lumière. Nous voyons cette surface avec une clarté incroyable grâce à des satellites comme COBE, WMAP et Planck, mais l'obscurité des tout premiers moments au-delà, du Big Bang lui-même et de ce qui a suivi immédiatement, résiste à l'observation directe. Pour comprendre cette période, nous avons besoin d'autres messagers, comme les neutrinos ou les ondes gravitationnelles, physiques, mais un horizon au-delà duquel nous ne pouvons pas voir. Cet horizon existe parce que la lumière des régions plus lointaines n'a tout simplement pas encore eu le temps de nous atteindre. Chaque année, cet horizon s'élargit d'une année-lumière, nous révélant un peu plus de l'univers. Mais l'énergie noire complique cette image simple. Les objets, au-delà d'une certaine distance, s'éloignent de nous plus vite que la lumière elle-même. Leur lumière ne nous parviendra jamais, peu importe combien de temps nous attendons. Ces régions sont au-delà de notre horizon des événements cosmiques. Elles sont inaccessibles en permanence. Les galaxies les plus lointaines que nous pouvons observer approchent de cette limite, sur le point de passer dans cette zone de non-retour. En fait, certaines galaxies qui existaient dans l'univers primitif ont déjà franchi cet horizon. Nous ne les verrons jamais. Leur lumière est piégée pour toujours dans une région de l'espace qui s'éloigne de nous plus vite que la lumière. Même avec des télescopes parfaits et une patience infinie, nous sommes dans une course contre l'expansion cosmique pour attraper les galaxies les plus lointaines avant qu'elles ne disparaissent de la vue. Certaines ont déjà disparu, et d'autres suivront. En ce moment même, pendant que nous parlons, des galaxies disparaissent de notre univers observable. Elles ne meurent pas ou n'explosent pas, elles accélèrent simplement au-delà de notre horizon cosmique, glissant vers l'indétectabilité pour toujours. Ce processus se déroule lentement de notre point de vue. Leur lumière se décale de plus en plus vers le rouge, d'abord vers l'infrarouge, puis les micro-ondes, puis les ondes radio. Finalement, elles deviennent si faibles et si décalées vers le rouge qu'aucun télescope ne peut les détecter.
Voici la dure vérité que nous disent les mesures confirmées. Environ 95% de l'univers que nous pouvons observer est déjà au-delà de notre horizon des événements cosmiques. Nous pouvons voir ces régions maintenant parce que nous observons la lumière qu'elles ont émise il y a des milliards d'années quand elles étaient plus proches, mais nous ne verrons jamais ce qui s'y passe maintenant. Cette information nous est définitivement coupée. Dans des billions d'années, si nous ou nos descendants sommes encore là, le ciel nocturne sera très différent. La Voie lactée aura fusionné avec Andromède pour former une galaxie géante, mais le reste de l'univers aura disparu. Tout ce qui se trouve en dehors de notre amas local aura été entraîné vers l'invisibilité. Le fond diffus cosmologique sera devenu trop faible pour être détecté. La preuve du Big Bang se sera effacée d'elle-même. Ces cosmologistes du futur auront du mal à comprendre que l'univers a eu un commencement. Leurs observations leur suggéreront qu'ils vivent dans une seule galaxie insulaire, une galaxie géante, entourée d'une obscurité éternelle. Tout ce que nous savons sur la cosmologie deviendra improuvable dans ce futur lointain. Les preuves auront littéralement disparu au-delà de l'horizon. Cela se produit déjà dans l'autre sens aussi. Au-delà de notre horizon des événements actuels, il y a des galaxies que nous ne pourrons jamais observer. Elles existaient dans l'univers primitif, elles ont envoyé leur lumière vers nous, mais cette lumière n'arrivera jamais. L'espace entre nous s'est dilaté trop rapidement. Combien de galaxies manquons-nous ? Si l'univers est infini, alors le nombre de galaxies au-delà de notre horizon est également infini. Cela signifie que nous observons une fraction infiniment petite de ce qui existe. Selon les estimations actuelles, l'univers entier est au moins 250 fois plus grand que la partie que nous pouvons voir. Autrement dit, pour chaque galaxie que nous pouvons voir, il y en a au moins 250 autres au-delà de notre vision. Certaines d'entre elles pourraient abriter des civilisations. Des espèces intelligentes pourraient exister dans des régions de l'espace que nous ne pourrons jamais observer. Elles pourraient pointer leur radiotélescope dans notre direction en ce moment même, se demandant « Y a-t-il quelqu'un ?» Mais les signaux qu'elles envoient ne nous parviendront jamais. L'expansion cosmique a rompu à jamais toute possibilité de contact, et l'expansion s'accélère. Cela signifie que les galaxies disparaissent de notre champ de vision plus vite que de nouvelles n'apparaissent. Notre univers observable va finir par rétrécir, non pas en taille, mais en contenu. Nous vivons à une époque spéciale. L'univers est assez vieux pour que nous puissions étudier son histoire par des observations lointaines, mais assez jeune pour que la plupart de la structure cosmique soit encore visible. Les observateurs futurs n'auront pas ce luxe. Le cosmos se cache de nous, une galaxie à la fois. Rien ne peut aller plus vite que la lumière. C'est la loi la plus fondamentale de l'univers. Et cette limite de vitesse universelle crée une prison gigantesque en expansion constante, dont aucune information ne peut s'échapper. La lumière se déplace dans le vide à une vitesse exacte de 299 792 km par seconde. Ce n'est pas un chiffre négociable, arrondissable ou dépassable. C'est une propriété fondamentale de l'univers que James Clerk Maxwell a révélée dans ses équations au XIXe siècle et qu'Albert Einstein a érigé en pierre angulaire de sa théorie de la relativité restreinte au début du XXe siècle. Ce n'est pas une approximation, c'est une constante précise tissée dans la trame même de la réalité. Einstein nous a montré que l'énergie requise pour amener n'importe quel objet doté d'une masse à cette vitesse tend vers l'infini. La masse est une forme d'énergie, comme le résume la célèbre équation EMC2, et à mesure qu'un objet accélère, son énergie cinétique s'ajoute à sa masse, rendant de plus en plus difficile de l'accélérer davantage. À la vitesse de la lumière, cette masse relativiste devient infinie, et il faudrait une quantité infinie d'énergie pour la pousser d'1 millimètre de plus. Les photons, les particules de lumière, ne peuvent atteindre cette vitesse ultime que parce qu'ils sont, par nature, sans masse. Ils sont des manifestations d'énergie pure, ondulant à travers l'espace-temps à la vitesse maximale possible. Cette limite de vitesse cosmique change fondamentalement notre perception de notre place dans l'univers. Au niveau le plus simple, cela signifie que même la lumière de notre étoile la plus proche, Proxima Centauri, met plus de 4 ans à nous parvenir. Cela signifie que nous voyons cette étoile telle qu'elle était il y a 4 ans. Si Proxima Centauri disparaissait soudainement, nous ne le saurions pas avant 4 ans. À une échelle encore plus grande, la lumière de notre plus proche grand voisin galactique, Andromède, voyage pendant 2,5 millions et
d'années à travers le vide qui nous sépare de la Voie lactée avant de nous atteindre. Nous voyons donc Andromède non pas comme elle est aujourd'hui, mais comme elle était lorsque les humains modernes n'avaient pas encore évolué sur Terre. Chaque galaxie que nous regardons avec nos télescopes est une fenêtre sur le passé, et ces fenêtres offrent des instantanés de différentes époques de l'univers. Lorsque tu étends cette logique aux distances cosmiques, la situation devient encore plus profonde et presque philosophique. Les objets les plus lointains que nous observons avec des télescopes comme James Webb ou Hubble existent dans l'enfance de l'univers, seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Leur état actuel nous est totalement inconnu et pourrait le rester pour toujours. Ces galaxies primitives, au cours des 13 milliards d'années qui se sont écoulées, se sont peut-être transformées en galaxies complètement différentes, plus grandes et plus matures, ont pu entrer en collision et fusionner d'innombrables fois avec d'autres galaxies ou même avoir été englouties par les trous noirs en leur centre ou avoir complètement disparu en achevant leur processus de formation d'étoiles. Nous ne saurons rien de tout cela avant encore quelques milliards d'années, car il faudra autant de temps pour que la lumière partant de l'heure maintenant nous parvienne. Mais cette limite de vitesse universelle, combinée à l'expansion générale de l'univers, crée un problème encore plus étrange et hallucinant. L'espace lui-même peut s'étendre plus vite que la lumière. Cela ne viole pas la loi de la relativité d'Einstein, car la relativité restreinte limite le mouvement des objets dans l'espace-temps. L'espace lui-même n'est pas un objet, c'est simplement la scène dynamique où les objets existent, interagissent et se déplacent. Et la scène elle-même, soumise à des règles différentes du jeu qui s'y le déroule, peut grandir, s'étirer et s'étendre à n'importe quelle vitesse. Les observations des astronomes montrent que non seulement l'expansion de l'univers se poursuit, mais qu'elle s'accélère en raison d'une force mystérieuse appelée énergie noire. Actuellement, les galaxies situées à environ 15 milliards d'années-lumière de nous s'éloignent de nous à la vitesse de la lumière en raison de l'expansion de l'espace entre nous. Et celles qui se trouvent au-delà de cette distance, c'est-à-dire au-delà du rayon de Hubble, s'éloignent plus vite que la lumière. Un paradoxe déroutant apparaît ici. Si les galaxies au-delà de 15 milliards d'années-lumière s'éloignent de nous plus vite que la lumière, comment expliquer que les astronomes puissent voir des objets comme GN-Z11 à 13 milliards 400 millions d'années-lumière? La lumière de cette galaxie ne devrait-elle pas être constamment distancée par la vitesse de l'expansion sans jamais nous atteindre? Le secret réside dans le fait que ces objets étaient beaucoup plus proches de nous lorsqu'ils ont émis cette lumière ancienne que nous voyons aujourd'hui. Il y a 13 milliards d'années, l'univers était un endroit beaucoup plus petit, plus dense et plus compact. Leur lumière est partie alors que l'univers était plus petit et que ces régions se trouvaient à l'intérieur de notre rayon de Hubble. Depuis lors, ces photons font un voyage implacable vers nous, luttant contre le courant de l'espace, en constante expansion et progressant, bien que lentement. À chaque mètre parcouru par le photon, l'espace s'étend également un peu, le repoussant, mais le photon reste fixé sur sa cible. Cependant, la lumière émise par les galaxies qui se trouvent aujourd'hui au-delà de notre horizon des événements cosmiques, c'est-à-dire la dernière frontière avec laquelle nous pouvons être connectés causalement, ne nous parviendra jamais. L'expansion de l'espace. Dans ces régions est si violente qu'elle les éloigne de nous plus rapidement que leur lumière ne peut s'approcher. Elles ont franchi pour nous un point de non-retour. Nous ne verrons jamais les explosions d'étoiles, la naissance ou l'effondrement de civilisations qui se produisent actuellement dans ces galaxies. Leur avenir est éternellement coupé de notre passé. Les calculs et les modèles cosmologiques montrent que la distance maximale absolue de l'univers que nous pouvons observer, c'est-à-dire le bord de l'univers observable, se trouve à environ 46 milliards et demi d'années-lumière de nous dans toutes les directions. C'est un autre fait déroutant découlant du fait que l'univers a 13 milliards 800 millions d'années. L'âge de l'univers est inférieur à la distance en années-lumière. La raison en est qu'un objet dont la lumière nous parvient a été transporté beaucoup plus loin par l'expansion au cours des milliards d'années qui se sont écoulées depuis que sa lumière est partie. Même avec nos instruments les plus parfaits, des budgets infinis et une patience infinie, tout ce qui se trouve au-delà de cette sphère de 46 milliards et demi d'années-lumière de rayon est en permanence au-delà de notre connaissance et de notre observation. Cette situation rend impossible non seulement l'observation passive, mais aussi la communication active. Supposons que nous essayions d'envoyer un message à une galaxie très lointaine,
par exemple, juste en dehors de notre horizon des événements cosmiques. Tout signal radio que nous enverrions voyagerait à la vitesse maximale, la vitesse de la lumière. Si la galaxie que nous visons est au-delà de notre horizon des événements cosmiques, notre signal n'atteindra jamais sa destination. Pendant que notre signal progresse dans l'espace, l'espace entre nous et la galaxie cible s'étend plus vite que le signal ne peut voyager. Notre signal, au lieu de s'approcher de sa cible, s'en éloigne de plus en plus. Toute tentative de communication ou d'interaction est vouée à l'échec au niveau physique le plus fondamental, car l'expansion a transporté les parties lointaines de l'univers au-delà de notre portée et même de notre connaissance. En conclusion, nous sommes coincés à l'intérieur d'une bulle gigantesque, définie par la vitesse de la lumière et l'expansion cosmique, qui grandit constamment mais qui sépare aussi les objets qu'elle contient les uns des autres. Et les murs de cette prison cosmique, c'est-à-dire l'horizon des événements, s'éloignent de nous, réduisant continuellement la partie de l'univers que nous pouvons atteindre. Au-delà de notre bulle, il y a beaucoup plus, peut-être un univers infini, et il n'y a aucun moyen connu d'y accéder, de le connaître ou d'interagir avec lui. Quand les astronomes mesurent la distance d'une galaxie, ils n'utilisent pas vraiment une règle. Ils mesurent comment la lumière elle-même a été affectée par l'expansion de l'univers. Leur outil fondamental est de mesurer à quel point sa lumière a été étirée au cours de son long voyage vers nous. Cet étirement, que nous appelons décalage vers le rouge, redshift, est l'outil le plus puissant qui transforme l'univers en une gigantesque machine à remonter le temps pour nous. Lorsque l'espace s'étend, il étire également les ondes lumineuses qui le traversent, comme on étire un élastique. Un photon, parti il y a des milliards d'années d'une étoile chaude et bleue dans une jeune galaxie, initialement comme une lumière bleue à courte longueur d'onde et à haute énergie, voit l'espace qu'il traverse s'étendre continuellement pendant son voyage vers nous. Cette expansion allonge la longueur d'onde du photon, diminuant son énergie. En fonction de l'ampleur de l'expansion de l'espace pendant son voyage, ce photon bleu peut nous atteindre non plus comme une lumière rouge à longue longueur d'onde, ou même, en s'étirant davantage, comme un infrarouge ou une micro-onde invisible à nos yeux. La quantité de cet étirement, c'est-à-dire la valeur du décalage vers le rouge, Z, nous indique directement la distance, et donc à quel point nous regardons dans le passé. Une galaxie avec un décalage vers le rouge élevé est à la fois incroyablement lointaine et incroyablement ancienne. C'est précisément là que l'univers cesse d'être un simple espace tridimensionnel pour devenir une structure où nous pouvons descendre dans les profondeurs de la 4e dimension, le temps, une machine à remonter le temps. Mesurer le décalage vers le rouge, ce n'est pas seulement mesurer la distance, c'est aussi mesurer le temps. Plus une galaxie est lointaine, plus sa lumière a voyagé longtemps, et plus nous regardons loin dans le temps. Chaque observation d'une galaxie lointaine par les astronomes est une fenêtre unique sur un moment précis de l'histoire cosmique, une époque différente de l'univers. Les astronomes mesurent le décalage vers le rouge en analysant le spectre de la lumière des galaxies ou des quasars, c'est-à-dire en décomposant la lumière en ses couleurs à l'aide d'un prisme. Dans ce spectre, ils recherchent des lignes sombres ou brillantes, les empreintes digitales chimiques uniques de certains éléments, généralement l'hydrogène, l'oxygène ou le carbone, qui apparaissent au point où ces éléments absorbent ou émettent de la lumière. En mesurant précisément à quel point ces empreintes sont décalées vers le rouge par rapport à leur longueur d'onde normale mesurée en laboratoire, ils calculent exactement de combien les longueurs d'onde de la lumière ont été étirées et donc à quelle distance et dans quel passé se trouve la galaxie. Chaque nouveau record de décalage vers le rouge enregistré signifie descendre encore plus profondément dans l'histoire cosmique vers un moment encore plus proche du début des temps. Les records actuels nous amènent à la première génération de galaxies de l'univers, existant seulement 300 millions d'années après le Big Bang. L'une des missions les plus fondamentales du télescope spatial James Webb est de repousser ces records encore plus loin et peut-être même de révéler les tout premiers moments appelés l'aube cosmique, lorsque les premières étoiles et galaxies ont commencé à percer l'obscurité. Le phénomène du décalage vers le rouge a transformé l'astronomie en une sorte d'archéologie cosmique. Nous n'étudions pas seulement où se trouvent les objets dans le ciel et à quoi ils ressemblent. Nous étudions quand ils existaient, comment ils ont évolué et à quelle époque de l'univers ils vivaient. Chaque observation est un regard direct sur l'histoire elle-même,
préservée dans la lumière qui a voyagé à travers les âges et qui porte en elle l'information de l'époque d'où elle vient. L'expansion de l'univers a, involontairement, créé une archive gigantesque et accessible de son propre passé, une archive historique écrite en longueur d'onde étirée et codée dans la lumière ancienne. Et nous, les astronomes, lisons cette archive, une mesure de décalage vers le rouge à la fois, page par page, remontant des milliards d'années en arrière. Et puis, nous nous heurtons à un mur infranchissable, un point au-delà duquel nous ne pouvons plus remonter dans le temps. Ce mur n'existe pas parce que nos télescopes ne sont pas assez bons ou puissants, mais parce que l'univers lui-même, avant un certain point de son histoire, était par nature opaque, c'est-à-dire non transparent à la lumière. Cet obstacle infranchissable est le fond diffus cosmologique, CMB, un rayonnement qui a imprégné tout l'univers environ 380 000 ans après le Big Bang et que nous pouvons encore détecter aujourd'hui. Ce rayonnement représente ce moment critique, l'âge de la recombinaison, où l'univers s'est suffisamment refroidi pour que les protons et les électrons puissent se combiner pour former les premiers atomes neutres, principalement de l'hydrogène. Avant cela, l'univers était un brouillard de plasma incroyablement chaud et dense qui ne permettait pas à la lumière de voyager librement. Dans cette soupe primordiale, les noyaux atomiques et les électrons n'étaient pas encore liés les uns aux autres, et ces électrons chargés qui volaient librement partout diffusaient constamment les photons comme des boules de billard. La lumière ne pouvait pas voyager en ligne droite un seul instant sans heurter un électron et changer de direction. L'univers entier était comme l'intérieur du brouillard le plus dense. Il était impossible d'obtenir une image nette de quoi que ce soit, mais à mesure que l'univers s'est étendu et refroidi, il a atteint un seuil de température critique d'environ 3000 degrés Kelvin. À ce stade, les électrons avaient suffisamment ralenti pour être capturés par les protons chargés positivement, formant les premiers atomes d'hydrogène neutre. Et à ce moment-là, l'univers est soudainement devenu transparent. Avec la disparition des électrons libres qui déviaient constamment les photons étaient désormais libres et pouvaient voyager sans entrave dans l'espace, pour toujours. La première lumière du cosmos a été libérée à ce moment précis et elle a commencé à se propager dans toutes les directions. Ce sont ces photons primordiaux qui voyagent à travers l'univers depuis lors, depuis 13 milliards 800 millions d'années. Au cours de ce long voyage, l'expansion cosmique a étiré leur longueur d'onde, passant de la lumière visible et infrarouge initiale à des micro-ondes beaucoup plus longues. Et aujourd'hui, cette première lumière nous parvient de toutes les directions du ciel sous la forme d'une lueur faible, presque parfaitement uniforme, à seulement 2725 degrés au-dessus du zéro absolu. C'est la plus ancienne lumière que nous puissions observer, la plus ancienne photographie de l'univers qui nous soit parvenue, une sorte de photo de bébé. Ce fond diffus, cosmologique, est pour nous une barrière absolue lorsque nous regardons en arrière dans le temps. Nous ne pouvons pas voir avant cela en utilisant le rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire la lumière, car avant cette époque, la lumière n'était pas libre et l'univers était opaque. L'univers d'avant ce moment est caché derrière un mur de plasma chaud et dense. Il y a une surface concrète dans le temps, au-delà de laquelle nous ne pouvons pas regarder en utilisant la lumière. Nous voyons cette surface avec une clarté incroyable grâce à des satellites comme COBE, WMAP et Planck, mais l'obscurité des tout premiers moments au-delà, du Big Bang lui-même et de ce qui a suivi immédiatement, résiste à l'observation directe. Pour comprendre cette période, nous avons besoin d'autres messagers, comme les neutrinos ou les ondes gravitationnelles. Lorsqu'ils étudient ce vaste cosmos, les astronomes sont confrontés, à chaque fois qu'ils conçoivent une étude, à un choix inévitable et souvent impossible. Aller en profondeur ou couvrir une large zone. Imagine que tu disposes de 100 heures de temps de télescope précieux pour observer l'univers. Tu pourrais passer la totalité de ces 100 heures à pointer ton télescope vers un seul, minuscule point du ciel, révélant des objets incroyablement faibles, lointains et donc anciens dans cette région. C'est une observation en champ profond, ou alternativement, tu pourrais répartir ton temps entre 100 points différents du ciel, en consacrant seulement 1 heure à chacun, couvrant ainsi une zone beaucoup plus grande, détectant un plus grand nombre de galaxies, mais n'atteignant qu'une profondeur bien moindre en ne voyant que les plus brillantes. Ce compromis fondamental façonne profondément notre connaissance de l'univers.
soit nous cartographions de vastes zones avec moins de détails, soit nous nous plongeons avec une profondeur incroyable dans de petites régions représentatives. L'étude idéale, c'est-à-dire à la fois très large et très profonde, nécessiterait une quantité de temps de télescope impossible avec notre technologie actuelle. Scanner tout le ciel avec la sensibilité des images les plus profondes de Hubble prendrait littéralement des millions d'années. C'est pourquoi nous ne voyons pas une image complète de l'univers, mais seulement des pièces significatives et des échantillons critiques. Nous connaissons assez bien l'univers proche, c'est-à-dire nos voisins à quelques centaines de millions d'années-lumière, et nous avons vu des instantanés extrêmement détaillés de l'univers lointain grâce aux champs profonds, mais disposés d'une carte tridimensionnelle complète et exhaustive à toutes les distances et dans toutes les directions reste pour l'instant du domaine de la science-fiction. Il y a seulement 100 ans, lorsqu'Edwin Hubble a prouvé qu'Andromède n'était pas une nébuleuse à l'intérieur de la Voie lactée, mais une galaxie massive à part entière, l'univers est devenu du jour au lendemain beaucoup plus grand et plus peuplé que nous ne pouvions l'imaginer. À l'époque, Hubble estimait qu'il y avait peut-être des millions de galaxies dans l'univers. Aujourd'hui, grâce à des télescopes plus puissants et des détecteurs plus sensibles, nous savons que ce nombre est d'au moins 2 billions, et certaines estimations suggèrent qu'il pourrait atteindre 10 billions. Chaque avancée technologique a révélé des milliards de nouvelles galaxies plus faibles, plus petites et plus lointaines, là où nous ne voyions auparavant qu'une parcelle sombre du ciel. Et il n'y a aucun signe que cette augmentation s'arrêtera ou que nous avons atteint une limite. L'univers est beaucoup plus peuplé que nous le pensions, et plus nous regardons profondément, plus il devient peuplé. 2014, notre adresse dans l'univers s'est un peu allongée et compliquée. Les astronomes ont découvert que la Voie lactée, dans laquelle nous nous trouvons, n'est qu'une petite partie d'un superamas massif appelé Laniakea, qui signifie paradis incommensurable en hawaïen, contenant au moins 100 000 galaxies et s'étendant sur 520 millions d'années-lumière. Cette découverte a montré que les galaxies ne sont pas simplement réparties au hasard, mais qu'elles sont alignées le long de filaments et de murs massifs appelés la toile cosmique. Toutes ces 100 000 galaxies de Laniakea tombent lentement vers un centre de masse commun, le grand attracteur, dans une danse cosmique massive. Et même cette structure d'une taille ahurissante n'est probablement qu'une extension d'une structure encore plus grande. Plus nous en apprenons, plus nous comprenons à quel point notre place dans l'univers est modeste et insignifiante, et ces objets massifs, galaxies, amas, superamas et les toiles invisibles de matière noire, courbent le tissu de l'espace comme une lentille, comme le prédit la théorie de la relativité générale d'Einstein. La lumière d'une galaxie ou d'un quasar très lointain, en passant à côté d'un amas de galaxies massifs sur son chemin, peut suivre différents chemins dans l'espace-temps courbé par la masse pour nous parvenir de différentes directions. Ce phénomène de lentille gravitationnelle nous fait parfois voir la même galaxie répétée 4, 5 fois, voire dans des configurations comme la croix d'Einstein dans le ciel. La matière noire, par définition, n'émet pas de lumière et n'interagit pas avec elle, mais elle a une masse et elle courbe aussi l'espace. Les astronomes, en cartographiant ces distorsions subtiles et systématiques dans les formes des galaxies lointaines en arrière-plan, révèlent la structure et la distribution du réseau de matière noire invisible qui se trouve entre elles. Nous observons l'univers à travers une série de lentilles gravitationnelles invisibles, chacune courbant l'espace à sa manière complexe. Et cette gravité nous déplace aussi, inexorablement. Une densité de masse massive au centre de Laniakea, que nous appelons le grand attracteur, attire notre galaxie et tout notre groupe local de galaxies vers elle à la vitesse vertigineuse d'environ 600 km par seconde. Nous ne pouvons pas la voir clairement avec des télescopes optiques car elle se cache précisément derrière le plan poussiéreux et rempli d'étoiles de notre propre galaxie, la Voie lactée. Et même elle est probablement attirée vers une autre structure, comme le superamas de Shapley, qui est encore plus grand. Nous sommes entraînés dans une hiérarchie infinie de flux gravitationnels vers une destination que nous n'atteindrons jamais. Lorsque nous regardons avec une lumière différente, c'est-à-dire avec les différentes longueurs d'onde du spectre électromagnétique, l'univers familier change complètement et devient méconnaissable. Lorsque nous balayons le ciel avec des ondes radio invisibles à nos yeux, les étoiles familières disparaissent et à leur place apparaissent des jets de plasma massifs,
longs de millions d'années-lumière, jaillissant des trous noirs supermassifs au centre des galaxies, des étoiles à neutrons en rotation rapide, pulsars, qui émettent des signaux réguliers comme un phare, et d'immenses nuages de gaz d'hydrogène froid, la matière première des futures étoiles. Lorsque nous regardons avec des rayons X, le ciel nocturne d'apparence calme se transforme en une scène incroyablement violente et énergétique. Les spirales de la mort de la matière chauffée à des millions de degrés autour des trous noirs et des étoiles à neutrons, les immenses halos de gaz chaud qui remplissent les amas de galaxies et les ondes de choc des explosions de supernovas. Les galaxies les plus anciennes et les plus lointaines de l'univers, quant à elles, ont leur lumière tellement étirée par l'expansion cosmique qu'elles ne sont plus visibles que comme de faibles taches par les télescopes infrarouges les plus sensibles. Chaque longueur d'onde révèle une facette différente de l'univers, des processus physiques et des phénomènes totalement invisibles aux autres. C'est comme si nous ne regardions pas un seul univers, mais de multiples univers imbriqués où différents processus physiques dominent. Et au-delà de toutes ces observations, théories et découvertes, se pose une question ultime et peut-être sans réponse. Tout ce que nous observons, ce cosmos d'une taille ahurissante, s'étendant sur 93 milliards d'années-lumière et contenant peut-être 10 billions de galaxies, est-ce tout ce qui existe ? Ou toute cette structure n'est-elle qu'une seule goutte dans un océan infini, une seule page d'un livre infini ? Nous ne connaissons pas la réponse. Nos mesures partout les plus précises sur les fluctuations du fond diffus cosmologique montrent que la géométrie de l'univers est plate dans les limites des erreurs de mesure. Cela soutient l'idée que l'univers pourrait être infini, mais ne le prouve pas. Si l'univers est vraiment spatialement infini, alors il existe un nombre infini de galaxies, un nombre infini d'étoiles et un nombre infini de planètes. Dans ce cas, tout ce que nous observons, aussi grand soit-il, représente exactement 0% du total. Peu importe à quel point notre horizon d'observation s'élargit à l'avenir, nous ne verrons jamais plus de 0% d'un cosmos infini. Cette idée repousse les limites de la raison et de l'intuition. Dans un univers infini, étant donné un volume suffisant, chaque arrangement de particules possibles qui ne viole pas les lois de la physique doit se produire quelque part, non pas une seule fois, mais un nombre infini de fois. Cela signifie statistiquement que des copies exactes de toi, de moi, de la Terre et de toute notre histoire existent en nombre infini. Nous ne pourrons jamais entrer en contact avec ces copies ou les observer, car elles sont inévitablement bien au-delà de notre horizon des événements cosmiques, et ce n'est qu'une possibilité pour notre univers. Certaines théories, comme l'inflation cosmique ou la théorie des cordes, prédisent que notre univers lui-même pourrait n'être qu'un parmi un nombre infini d'autres univers bulles, chacun pouvant avoir des lois physiques différentes. Cette structure massive que nous pouvons observer n'est peut-être qu'une partie d'une réalité bien plus grande que nous ne pouvons même pas imaginer. Peut-être vivons-nous dans un univers insulaire, à l'intérieur d'un cosmos grand mais mesurable et fini. Peut-être sommes-nous dans une étendue infinie. La réponse détermine si ce que nous observons est une fraction petite mais non nulle, ou exactement zéro. Jusqu'à ce que les observations révèlent définitivement la véritable géométrie de l'espace, les deux possibilités restent ouvertes. Et le cosmos ne nous dit pas encore laquelle est la bonne. Oui, les yeux de nos télescopes, faits de verre et de métal, sont limités par les lois immuables de la physique. Chaque miroir, chaque capteur dresse un mur devant la diffraction et les règles fondamentales de l'univers. Chaque étoile, chaque galaxie que nous voyons nous parvient dans la mesure où ses limites nous le permettent. Et si la plus grande réponse que nous cherchons ne se cachait pas dans une image brillante, mais dans un murmure à peine perceptible dans la lumière même qui compose cette image, nous construisons ces miroirs gigantesques non seulement pour photographier des galaxies lointaines, mais aussi pour lire l'empreinte chimique de l'atmosphère d'une planète à des milliards de kilomètres. Peut-être cherchons-nous la vapeur d'un océan ou peut-être le souffle d'une vie qui ne ressemble en rien à la nôtre. Ce n'est pas l'image elle-même, mais les ombres dans la lumière qui nous parlent. Dans la prochaine partie, nous irons au-delà de ces limites physiques des télescopes pour nous lancer à la poursuite de ces signes de vie faibles mais pleins d'espoir. N'oublie pas de t'abonner pour nous rejoindre dans ce voyage cosmique. Que l'univers soit ton rêve.